Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission internationale. Ce soir encore, nous allons revenir sur quelques sujets d'actualité d'intérêt pour en tirer quelques conséquences ou tout au moins en donner quelques lectures. Et à ma table, comme tous les vendredis, j'ai avec moi Joël Ataï-Guédegbe, expert en gouvernance. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Morgana Sobametonji, consultant analyse géopolitique et collaborateur à l'Institut de formation et de recherche pour la paix et la sécurité internationale. Bonsoir. Bonsoir. Hamzat Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes consultant et analyste politique. Le menu de ce numéro d'Afrique et le monde est assez chargé. Nous allons parler de cette grâce présidentielle accordée à Laurent Gbagbo, la grâce présidentielle de toutes les polémiques, disons-le, parce que ça brasse, en tout cas, du côté de Laurent Gbagbo et de ses supporters, beaucoup de critiques. Nous allons nous intéresser ensuite au retour remarqué, on va dire, d'un des banquiers les plus célèbres de la planète, le franco-ivoirien Tidjane Thiam, qui a pour le coup reçu, on va dire, un accueil présidentiel. Avant l'heure. Voilà, est-ce que ça augure de quelque chose pour 2025? On en parlera ici, on a un peu de temps. On parlera de cette mini-tournée effectuée par le secrétaire d'État américain, une mini-tournée qui, je pense, s'est achevée aujourd'hui même. Voilà, mais avant tout, nous allons nous intéresser au cas kényan, parce que pour l'une des rares fois, un président s'en va, en laissant la place de façon, on va dire, de manière spontanée, on va dire. De manière spontanée, on parle Uhuru Kenyatta, les élections, on en est au point, en tout cas, on en est aujourd'hui au décompte, on est toujours au décompte des résultats. Déjà sur ce processus, les alliances entre Uhuru Kenyatta qui supportent qui pave le chemin à son ancien. Très opposé à voilà. Kenyatta. Mais juste sur cette question, juste sur le cas kényan, qu'est-ce que vous pouvez en dire, au-delà des résultats? Non, il est intéressant. Et quand on se souvient des affreuses violences qu'il y a eu, quand même beaucoup de personnes découpées à la machette et de déplacés, au moins 1200, 1500 morts et des centaines de milliers de déplacés. Après cette rivalité exacerbée que le sortant, le président Kenyatta Uhuru, renvoie l'ascenseur maintenant, peut-être en se souvenant de leurs pères, de leurs géniteurs qui ont été les pères de l'indépendance. Enfin, oui, justement, quand vous dites renvoyer l'ascenseur, c'est un peu comme si les critiques disent, c'est un peu comme si ces deux grandes familles ont fait ça paraît très dynastique, un OPA sur le pouvoir présidentiel. Malheureusement, il faut en prendre la mesure. Mais si pour la paix, ce retournement d'alliance s'opère, prenons-le comme il est, pour au moins la stabilité du Kenya, qui, n'oublions pas, a commencé à être soumis à des poussées terroristes. Et donc, si déjà les oppositions claniques, ethniques et de base politique s'atténuent, c'est tant mieux pour le pays, en espérant que les vraies questions vont émerger. Certaines même ont pu être à l'ordre du jour de cette campagne-là, qui a été relativement moins tribaliste et plus thématique. Et on pourrait toujours en discuter, mais il faut se féliciter de cette transition pacifique qui est en train de s'opérer, espérer que les vaincus ou le vaincu acceptent réellement les résultats. Et nous sommes sûrs que la commission électorale kenyane est très professionnelle. La Cour suprême a gagné, vraiment démontré une certaine crédibilité récemment son indépendance. Donc les conditions paraissent réunies quand même pour une alternance ordonnée, pacifiée. Et c'est tant mieux pour l'Afrique si ça pouvait advenir. N'oublions même pas le rôle du Kenya dans la stabilisation de la région, en alliance avec l'Éthiopie. Et donc nous avons besoin d'un Kenya plus stable et plus prospère définitivement. Voilà. Oui, il faut simplement renforcer déjà l'initiative d'explication qui est faite en soulignant le fait que ce rapprochement des deux parties autrefois adverses est sur le plan social très bénéfique pour le climat au pays, le climat au Kenya. Mais sur le plan du calcul politique, on pourrait dire que ce n'était pas forcément à l'avantage de M. Ondiga de voir un système qu'il a
il semble avoir combattu pendant des années, de voir qu'il puisse se mettre aujourd'hui sur le plan politique. Exactement, sur le plan politique, qu'il retourne et qu'il embrasse le symbole même de ce système qu'il a longtemps vilipendé. Donc, sur le plan politique, c'est peut-être un mauvais calcul, mais sur le plan social, c'est très important. Voilà, on verra bien ce que les résultats vont nous apprendre d'ici quelques heures. Oui. Tous les feux des projecteurs sont tournés autour de Raila Odinga. Qu'est-ce qu'il adviendra après les résultats si les tendances se confirment? Parce que les tendances semblent en tout cas indiquer qu'il va en tout cas vers une nouvelle défaite. Et on sait que le Kenya est organisé de façon tribale et la suite pourrait être désastreuse si bien sûr il le perçoit très mal comme les autres fois. Mais tout porte à croire en tout cas qu'avec le temps et le recul, les acteurs politiques kenyans ont pris de la graine et aujourd'hui ils ont plus, comme le disait mon confrère, ils ont plus axé les thématiques de la campagne sur des thèmes vraiment pragmatiques et techniques pour justement régler le problème social au Kenya qui inquiète plus d'un. Oui, qui inquiète plus d'un, mais il faut dire quand même que ce pays est l'un des plus avancés en termes économiques du continent, en termes économiques, infrastructurels. Et de démocratie. Il y a cette question du terrorisme parce qu'autour du Kenya, il y a la question de la Somalie, qui est le Somaliland, je pense, c'est une zone en tension. Donc, comme vous le dites, tout le monde gagnerait à ce que ce pays reste stable. Et un gros contributeur aux missions de l'ONU également. On en a discuté la semaine passée. Donc, au total, un pays important. Peut-être un prochain partenaire plus décisif du Bénin. Du Bénin, voilà. Mais quoi qu'il soit à l'est de l'Afrique. Voilà, nous allons très rapidement revenir au premier thème. La grâce présidentielle pour Laurent Gbagbo à la veille de la célébration du 62e anniversaire de la session à l'indépendance. Le président Ouattara a décidé d'accorder la grâce présidentielle à Laurent Gbagbo et à deux autres sécuritaires, deux autres généraux étant restés fidèles à Laurent Gbagbo. Même grosso modo, avec le recul de quelques jours, on a comme l'impression que c'est, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, cette décision ne satisfait pratiquement personne, sauf le camp Ouattara. On a peut-être l'impression que c'est ce qui a entraîné, on va dire, le boycott en griffe de la cérémonie de Yamoussoukro, parce qu'ils y étaient annoncés, Gbagbo et Bédié. Déjà, comment vous le percevez, cette décision? Oui, on est toujours au temps des manœuvres, même si son ami Laurent, son frère Laurent et lui ont commencé à se revoir cordialement. Les pots de banane ne manquent pas d'être jetés sur le parcours du au moins, on peut se féliciter de la grâce présidentielle. Oui, elle n'est pas moins... Déjà, comme beaucoup l'ont dit, au moins on peut dire merci. En tout cas, pas nous. C'est pas rien. Comme c'est beaucoup. D'autres espèrent. C'est une grâce et l'attendent désespérément. Je pense au voisin togolais ou le frère du président Faure Yadema, quand même en détention depuis plus d'une dizaine d'années. Et bon, donc, c'est toujours une prérogative d'un président de la République, mais elle montre ses limites, et surtout si... D'autant qu'elle ne fasse surtout pas ce qui vous est reproché, ce qui est mis à votre débit juridiquement parlant. Et c'est très fâcheux lorsqu'on est politicien et cela vous prive automatiquement des droits civiques. Donc M. Gbagbo ou ses partisans, en tout cas, ne s'y sont pas trompés. Je crois que pour les fonds qu'ils vont récupérer, ils n'ont pas protesté. Oui, la rente, je voulais y venir, la fameuse rente viagère. La rente, c'est quand même là, elle est conséquente. Elle est conséquente. Donc c'est du toujours plus et ça ressemble finalement à l'auto-amnistie des politiciens qui arrivent à ajuster la justice ou les instruments à leur mesure. C'est vrai que l'amnistie souhaitée par le camp Gbagbo permet techniquement d'effacer tout ce qui lui a été reproché. Peut-être qu'on va y venir parce que les partisans... À chaque fois, il faudra passer par l'Assemblée nationale. Oui, il faudra, où non seulement le camp Ouattara est majoritaire, mais où une alliance, une coalition assez large qui a débordé jusqu'à l'opposition
a permis d'installer M. Bitogo à la présidence, enfin un partisan de M. Ouattara. Donc il y a une alliance objective et je pense que les négociations, c'est un instrument de négociation. La grâce présidentielle n'empêche pas l'amnistie. De ce point de vue, si le dialogue se poursuivait et que les intérêts étaient bien compris, non seulement M. Gbagbo récupérait l'effacement de tout ce qui lui est reproché, mais par ricochet les partisans de M. Ouattara. Et donc c'est certainement un dernier fer qui est au feu et qui va sortir le moment venu pour obtenir qu'on efface tout. Amsatou Abdoulaye, est-ce qu'au final ce n'est pas une griffe, une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire? Certains y voient un plan d'Alassane Ouattara. M. Gadegbe vient de parler de fer au feu. Si par ce biais, on arrivait à mettre ces 3 baobabs-là qui ont mis sous boisseau toute la politique ivoirienne sur plus de 30 ans à la retraite, peut-être que la nouvelle génération devrait s'en réjouir. Oui, peut-être que la génération nouvelle devrait s'en réjouir, mais je pense que c'est beaucoup moins ça actuellement. La génération actuelle s'inquiète plus de ce triumvirat qui occupe tout l'espace politique, qui occupe tout l'espace, il faut le dire aussi, avec leur conflit entre eux et leur conflit extériorisé avec le parti politique qui se mange les pouces tout le temps. Donc, je pense aussi qu'Alassane Ouattara est un renard politique. Il sait exactement ce qu'il fait, il sait pourquoi il opère ses choix et je pense qu'il a mesuré la portée de sa grâce qu'il a eu à prendre. Mais je suis aussi un peu dubitatif à l'idée selon laquelle Alassane voudrait vraiment régler le problème politique et social en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est en train de chercher à gagner du temps, puisqu'il a la possibilité, tenez-vous bien, l'amnistie, il a accordé à Mme Gbagbo en prenant une ordonnance. La Constitution lui permet, avec des dispositions qui l'encadrent évidemment, de prendre une ordonnance pour prendre une amnistie. Mais s'il ne l'a pas fait pour Gbagbo, c'est qu'il essaie de gagner du temps, parce que 2023 n'est pas loin. Il faut quand même essayer d'occuper l'espace politique. La campagne a déjà commencé dans les médias, a déjà commencé à travers les invectives des partis politiques, de son parti politique à l'encontre des autres partis. Donc, on veut tenter quelque part de mettre Gbagbo à l'écart. Mais c'est un jeu dangereux. À la retraite. Alors, c'est un jeu dangereux. C'est dangereux à partir du moment où Gbagbo aussi occupe une grande partie de l'espace politique en Côte d'Ivoire. Et mis à part le fait qu'il fut condamné, enfin, il fut tenté d'être condamné par la Cour pénale internationale durant ces 10 ans, sa popularité n'a pas faibli du tout. Et c'est ce qui a aussi surpris plusieurs analystes qui étaient plus sur l'analyse selon laquelle ce serait plus un déclin après sa sortie, mais ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, son parti, le PPA-CI, a quand même conservé la popularité de son ancien parti. Bon, on n'a aucun juge. C'est vrai, on n'a aucun juge. Maintenant, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, est-ce que Alassane Dramane Ouattara n'est pas aussi dans une dynamique? Parce qu'on se rappelle, il y avait eu des dialogues, ensuite il y a eu la rencontre du 14 juillet, et là il a pris la décision de prendre une grâce présidentielle. Est-ce que la prochaine étape ne serait pas l'amnistie? Personne ne le saura. Mais c'est une politique qui est quand même inquiétante. Il aurait dû jouer 4 écoudées franches pour que la Côte d'Ivoire s'en sorte grandie. Aujourd'hui, moi je suis toujours dubitatif à l'idée selon laquelle Ouattara veut calmer le jeu. Je pense qu'il est plus dans l'optique d'occuper l'espace, dans l'optique de gagner et d'organiser peut-être 2025. Une grâce qui tombe bien, peut-être bien, parce que comme je le disais, il faut s'en féliciter. Déjà parce que quoi qu'on puisse espérer de ce côté-là, c'est déjà un pas. Est-ce que... peut-être un pas en arrière. Non, pas un pas en arrière, parce que déjà, si aucune tentative de procès ne pèse, parce qu'il y avait cette histoire de la BCAO qui lui planait sur la tête, il y avait ses comptes qui étaient bloqués, en tout cas, il ne peut pas dire, à moins qu'il veuille renoncer à la rente viagère. Voyez-vous, c'est quand même le comble d'obtenir une grâce qu'on n'a pas sollicitée. En effet.
On ne le sait pas, non plus. Donc M. Gbagbo joue aussi au clair-obscur. On ne le sait pas non plus. En tout cas, l'argent l'intéresse. Et il n'a pas... On peut dire, voilà. Ma question, c'était est-ce que c'est si étrange ou si étonnant que le président Ouattara se projette déjà dans l'après? Parce qu'en réalité, quand on regarde très bien, c'est ce qui le préoccupe au plus haut point, c'est l'après. Alors, en mettant de fait un adversaire potentiel ou un troublion du jeu à la retraite, maintenant il restera peut-être le cas Henri Konan Bédié, négocier pour laisser, voilà, pour faire en tout cas pour éclaircir le chemin aux autres générations, évidemment du RDR, et puis pouvoir permettre aux autres de, en tout cas, mettre ces 3 baobabs là à la retraite. C'est une des possibilités, mais pas forcément la plus probable. Et je m'explique. Lorsque vous regardez déjà, une fois que le président Gbagbo a été libéré, du moins on lui a permis, disons, nettoyer de tout soupçon et qu'il fallait qu'il rentre en Côte d'Ivoire, il a eu des interviews et parmi l'un de ces interviews, il a fait comprendre qu'il insistait à toujours rester en politique et que ce n'était pas exclu qu'il soit candidat. Et on a vu lors des élections qu'il y a eu des démarches pour qu'il soit candidat, ce qui n'a pas forcément abouti. Il faut dire que la dynamique dans laquelle s'inscrit le président Ouattara est une dynamique politique assez appréciable dans la mesure où il y a l'envie quand même de mettre de côté, comme vous l'avez dit, ces 2 autres baobabs si d'aventure il faille qu'il aille aussi à la retraite. C'est encore une possibilité parce qu'on a vu plusieurs retournements de situation. Non, une seule. Là, bon, il fait un mandat de sacrifice. Quand je parle de retournement de situation, c'est pas forcément à la tête. Ah, d'accord. Okay. Oui, à la tête, on peut dire une seule. Je ne vais pas vous le laisser dire une seule. Mais on a quand même beaucoup de tractations. Et donc, dans cette dynamique, il faut trouver des solutions. La dernière fois, il y a eu une rencontre. On nous a fait comprendre que c'était une rencontre sur le plan officiel de cohésion sociale. Mais non, aujourd'hui, nous voyons les fruits. Non, une rencontre fraternelle. Fraternelle. Nous sommes en train de voir quelques aspects de ce qui a pu être décidé lors de cette rencontre. Et la grâce ne vient que confirmer, c'est une grâce de Yuri, qui était déjà dans les faits opérationnels. Puisque si on devait respecter la décision de la justice, automatiquement, lorsque M. Gbagbo arrive sur le territoire ivoirien, il serait en prison. Donc c'est juste une grâce de Yuré. On ne peut que constater cela. Et donc le président Ouattara a intérêt à rendre cela officiel. Maintenant, la question c'est, est-ce que ce qui a été discuté et qui a peut-être motivé le président Ouattara à faire ce pas sera respecté par les autres acteurs? Sur le plan de la politique ou de mettre en retraite le président Gbagbo, c'est un calcul qui va être difficilement opérationnel tant que l'intéressé même n'aurait pas décidé par sa propre volonté d'y aller. Mais lorsque vous regardez son comportement, laisser l'ancien parti, créer un nouveau parti, être toujours à la tête de ce parti, c'est difficile de dire qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections. Et donc, nous allons observer et voir ce qu'il adviendra. Ce qui est sûr, personne ne lui interdit d'être candidat. Encore faut-il que le dossier soit validé. Oui, et la grâce, comme nous l'avons si bien fait ressortir, pourrait effacer. Non, la grâce n'efface rien. Pourrait dans la mesure où il y a l'amnistie qui va être discutée. Et nous en viendrons. Pourquoi? Parce que si on tient réellement à faire paraître cet aspect de la cohésion sociale, et nous l'avons souligné la dernière fois à la dernière émission, c'est qu'il faille impliquer tous les acteurs, que ce soit les jeunes qui soutenaient chacun de ces baobabs, dans le processus de cohésion sociale. Et je pense que M. Ouattara va devoir en arriver là, si la dynamique est maintenue. Il y a quelque chose de surprenant avant de passer à Tidjane Thiam. Si je lis un peu entre les lignes. La prochaine présidentielle ne va se faire sans Gbagbo ni Bédié. Ils sont indéboulonnables, c'est eux ou rien. Pour qu'il y ait la paix, si je prends vos mots, pour qu'il y ait la cohésion sociale, il faut l'amnistie, il faut que Gbagbo soit en capacité de se présenter aux élections présidentielles. Ce que nous soulignons, il n'y a plus d'autres politiciens. Ce qu'on fait, il y en a plusieurs. Oui. La question c'est, est-ce que ces 3 baobabs sont prêts à céder
a passé le relais. Et pour répondre à cette question, il faut regarder leur comportement dans la stratégie. Lorsque vous regardez le comportement de M. Gbagbo depuis qu'il est sorti de prison, il a dit qu'il tient à rester en politique et il a initié un nouveau parti. Oui, mais pas forcément pour gouverner, un parti panafricain. Oui, panafricain. Oui. Bon, vous et moi, nous savons de quoi nous parlons. Et M. Ouattara a dit, avant de se représenter, qu'il allait partir. Oui. Mais on a parlé de cas de force majeure. Monsieur Bédier ne devrait plus être en ce moment-là dans la dynamique de se présenter, mais nous avons vu que cette dynamique est restée. Et donc la question c'est, est-ce que ces trois grands indéboulonnables sont prêts à partir? Si on trouve une réponse à cette question, je pense que la relève est là, elle existe. Il y a des hommes politiques compétents qui pourraient prendre la relève, mais est-ce qu'on est prêt à les laisser prendre cette relève? Voilà. Pour tenter de répondre à votre question aussi, je pense que ça peut se faire si on revient sur ma théorie de la conscience politique, vous vous rappelez. Et cette conscience politique, on est en plein dedans. Et ça ne concerne plus la Côte d'Ivoire. Vous qu'on va faire toute une émission sur la conscience Bien politique. Bien sûr, mais en l'absence de la conscience politique, on va retomber dans nos travers. En parlant d'hommes politiques, j'étais en train de dire d'hommes providentiels, en parlant d'hommes politiques, il y a un qui cristallise depuis quelques jours toutes les attentions, eu égard à son pédigré, eu égard à son passé, son présent également, et eu égard aux conditions de son accueil. Il s'agit de Tidjane Thiam, le franco-ivoirien, l'ancien patron du Crédit Suisse. Il faut dire que les Thiam, c'est l'une des grandes familles fouettistes de l'histoire. Je pense que c'est une famille de ministres et de hauts cadres de l'administration, en tout cas très politique. Son retour, après plus de 20 ans d'absence en Côte d'Ivoire, a marqué les esprits parce qu'il a été reçu par le président Ouattara. Il a eu un accueil des dignitaires traditionnels de Yamoussoukro. Il y a eu droit à bain de foule. Il est allé voir, je pense qu'il a été reçu par le président Bédier, le président Gbagbo. Donc, d'aucuns y voient, même si on est encore loin de l'échéance, il coche pratiquement toutes les cases, sauf être un homme politique du cru, mais au niveau de la statue internationale qu'il faut, beaucoup en analysent comme un ballon d'essai que le président Ouattara tente de faire frétiller pour en sentir quelque peu les résonances. Est-ce que vous le voyez comme un dauphin putatif? Parce que ça fait longtemps que cette idée circule. En gestation. Oui, il faut dire qu'il a le profil qui pourrait plaire au président Ouattara parce que c'est pratiquement son profil. Oui, c'est un financier. Voilà, un financier et qui est franco-ivoirien. Donc le profil parfait à qui on peut passer la relève si on veut rester dans la dynamique de continuité de ce qui a été fait jusque-là entre la Côte d'Ivoire et la scène internationale, pour ne pas dire la France. Oui, mais on peut dire que pour Tidjane Thiam, il est plus anglo-saxon que franco-ivoirien. Il pourrait paraître plus anglo-saxon que franco-ivoirien. Il ne paraît pas, il est. Pourquoi est-ce que je dis paraître? Je dis paraître pourquoi? Parce que quand vous regardez dans la pratique, c'est quelqu'un qui a été pressenti à un moment donné dans la vie de la France pour être un homme d'État français. Oui. Et donc, il n'a pas mis de côté ces liens-là qu'il a avec la France. Et donc, dans la pratique anglo-saxonne, on peut dire que c'est la gestion et la capacité dans la productivité de son travail qui est là. Ça, c'est indéniable. Donc, c'est pour amener à voir cette nuance-là. Et que s'il faille réellement penser à un dauphin bien préparé avec les critères qui pourraient plaire au camp Ouattara, M. Tidjane Thiam est un bon profil. La capacité maintenant à faire accepter ce profil par les autres acteurs, est-ce qu'il va être compliqué? Mais pour ce qui est de le faire entrer dans le système, faire en sorte qu'il rejoigne ce parti de mouvance pour préparer peut-être la relève, c'est une possibilité qui est fort appréciable et qui serait assez logique. Oui, je pense qu'il faut peut-être nuancer un tout petit peu
sur la question de l'engagement partisan, parce qu'il a toujours été un fidèle indécrottable du PDCI, le PDCI, de Konan Bédié. Oui. Il a encore réaffirmé. Donc l'allégeance est de ce côté-là. De ce côté-là. Oui. Alors peut-être que les oufouettistes vont refaire une union sacrée face à la menace Gbagbo. Et peut-être également que dans le camp Gbagbo du Front patriotique et panafricaniste, les gens recréeront un front. Et nul ne sait s'il y aura une espèce de bipolarisation de ce type-là. Et dans ce cas, oui, Thiam pourrait bien apparaître comme le candidat commun aux oufouettistes. Oui. Mais s'il n'est que le candidat du PDCI de Konan Bédié, en espérant qu'ils soient encore en vie pour peser sur les événements. Les cimetières demeurent peuplés de gens indispensables. Donc à tout moment, disons que la seconde qui vient ne nous appartient pas. Je le souhaite de la longévité, mais de la sagesse. Le point de jonction entre le RDPH et le PDC. Oui, là, il cocherait effectivement toutes les cases. Il ne serait pas pour autant cet ouvrier de la 25e heure, parce qu'il a une légitimité certaine au niveau du PDCI. L'histoire de sa famille parle pour lui. Les mauvaises langues évoqueront son nom à consonance sénégalaise. Mais les Thiam de longue date ne sont pas moins ivoiriens. Donc ce débat sera vite clos, à mon avis. Et ce n'est pas inintéressant ce qu'on observe, et c'est les grandes manœuvres. Est-ce qu'on va vers une bipolarisation qui laissera de côté les jeunes premiers qui étaient Guillaume Soro et Blé Goudé? Oui, justement, il y a une question pas par rapport à ces profils politiques, mais par rapport à la technocratie qui entoure Ouattara et ceux du PDCI, les Billon, les Tano, tous ces cadres qui ont été promus ces dernières années. Peut-être qu'un profil comme Tidjane Thiam fera, disons, définitivement la stature internationale. Il coche tellement de cases qu'il est même musulman. Et si on doit intégrer encore les considérations ethniques et religieuses, c'est pas loin d'être parfait. Maintenant, c'est peut-être également là que ça va gêner, parce que les ethnies du sud et du centre pourraient ne pas y trouver leur compte. Donc, attendons de voir. Il y a Jean-Louis Billon qui n'a pas dit son dernier mot, qui a l'avantage d'avoir pratiqué Konan Bédié comme d'avoir fait allégeance en temps à Ouattara avant de prendre ses distances. Donc l'avenir nous dira. Et puis M. Ouattara, sa conception de la jeunesse, on la connaît. Donc c'est au-delà de 50 ans. Non, en deçà de 50 ans, on n'est pas jeune pour lui. Donc, peut-être est-ce le bel âge pour occuper cette type de fonction. Pourquoi pas. Et puis son fils est là, Birama. Non, je ne sais pas de quel poids. En Côte d'Ivoire, ça ne passera pas. Bon, quoi qu'il soit ministre de la Défense, donc déjà qu'il réussisse à libérer, à faire libérer. Vous parlez de son frère. Vous parlez de son frère. Oui, déjà, oui, son frère. Et puis la Défense. Le ministre de la Défense. Et donc tout est possible encore. Voilà, sur cette question, rapidement. Je pense que Tidjane Thiam, en tout cas, il a le profil pour occuper la fonction, si éventuellement il passe. Mais on est très loin du compte. Il ne faut pas jouer aussi aux apprentis sorciers comme aux prophètes, parce que le chemin entre 2025 et aujourd'hui est très long. Oui, on le sait, il y a encore beaucoup d'années qui peuvent se passer. Ce qui est certain, c'est que si Tidjane Thiam peut aspirer à ce profil, il doit faire un combat sur le terrain. Et il est loin du terrain. Et quand vous évoquez son appartenance anglo-saxonne, je pense qu'il est plutôt ancré vers une tradition très française. Et dernièrement, il est co-signataire d'un document avec d'ailleurs Lionel Zinsou pour impliquer davantage la France au sein de la politique africaine. Donc, ce n'est pas anodin tous ces documents. Pas pour impliquer, pour redimensionner la politique française. Effectivement. Oui, et vous savez, la dynamique est en train de changer, comme on le disait, depuis plusieurs semaines. Et je pense que c'est un peu le contre-pied de ce à quoi aspire la jeunesse africaine. Et
Laurent Gbagbo avec Est-ce que le c'est PPACI. est-ce que c'est pas un mauvais procès qu'on leur fait? Ça peut ressembler à un mauvais Parce que c'est procès. les quelques intellectuels qui essayent quelque peu de repenser la politique africaine de la France, de repenser les liens entre la France, comme Achille Mbembe, c'est les mêmes profils. Exactement. Je ne mettrai pas tout à fait Achille Mbembe sur le même plan que Oui. ces deux. Non, parce que Lionel peut-être Zissou que le et- procès qu'on leur fait, ce sont des procès, ils sont tous des milieux d'affaires, ils sont tous des banquiers, et donc on leur fait déjà Et puis assez un procès impliqué dans la d'affairisme. France-Afrique. Achille Mbembe, on est assez loin, Oui, à la mais distance bon, qu'il faut. Il s'intègre bien dans le conseil présidentiel, quoique. il est de tous les voyages d'Emmanuel Macron. De plus on en ne peut pas plus, dire oui. que voilà. Ce qui est certain, c'est que le chemin reste long. Et on ne peut pas aussi supputer aussi ce qui pourrait arriver. Et je crois, hein, pour ma part, que Tidjane Thiam, si éventuellement il revient au pays, il ne peut pas faire sans composer avec l'un de ces trois partis. C'est systématiquement Oui, bon, déjà, il impossible. est membre d'un des Il est partis. membre d'un, mais il ne s'affirme pas comme étant un potentiel candidat au dauphin d'Henri Konan Bédié. Oui, on n'est Il a pas... juste fait une allégeance historique par rapport à son histoire. Oui, tous ceux à qui son- se sont essayés à s'afficher en tant que dauphin d'Henri Konan Bédié ont très mal fini. Exactement. Ça ne se fait pas Et comme ça. bon, Ça ne se fait pas comme ça. vous allez nous le C'est dire. trop prétentieux. Vous allez nous le dire. C'est peut-être trop prétentieux, mais il faudrait aussi prendre en compte la présence de ces trois. Ces trois ne sont pas prêts à céder de la place. Et c'est le combat qu'il va peut-être mener en s'inscrivant plus sur le terrain et en parlant plus à la jeunesse africaine et ivoirienne qui aspire vraiment à se libérer de la France et bien sûr de tout ce que vous savez. La fameuse liste de libération. Je pense qu'on a juste un mot là-dessus parce qu'on a égrené Oui, le le temps. mot serait simplement de dire qu'on pourrait être là aussi en train d'assister à l'un des résultats de la rencontre de la dernière Oui, fois. déjà parce qu'il y a un premier retour qui avait été avorté dans le Exactement. sillage de cette rencontre des trois. Oui. Donc, chaque jour va nous livrer à petit, voilà. Vous avez bien vu. Parce qu'il faut dire aussi que par rapport à la fameuse grâce présidentielle, officiellement, Laurent Gbagbo n'a pas réagi jusqu'à aujourd'hui. Il a dit Exactement. que ce sont ses porte-flingues. Donc peut-être qu'ils étaient tous dans l'économie de cette décision. Et ça Donc, confirme voilà. d'ailleurs le problème. Et n'y trouvent pas leur compte parce que la grâce n'est qu'individuelle. Oui, la- l'amnistie serait Serait collective. arrangerait plus Voilà. l'amnistie. Merci à vous. On a égrené le temps qui nous est imparti. Joël Ataïgadagui, merci. Expert en gouvernance. Morgana Soubametonji, consultant et analyste géopolitique, merci. Hamzat Abdoulaye, consultant et analyste politique, merci beaucoup. On se retrouve, mesdames et messieurs, vendredi prochain pour d'autres sujets d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.